Bien, bonjour à tous. Merci de prendre le temps de vous connecter à notre mini-conférence sur le thème des transports aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir Pierre-Antoine du GHN pour animer cette conférence. Donc, je vous demanderai de bien éteindre tous vos micros pendant la présentation de Pierre-Antoine. Et nous prendrons le temps à la fin de sa présentation pour avoir un échange au niveau des questions. Toutefois, si vous souhaitez ne pas oublier une question, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat et on reprendra les questions à ce moment-là. Voilà, je laisse la parole à Pierre-Antoine et puis merci à tous. Eh bien, merci Gaël, merci au Creux Grand Est d'avoir encore fait appel au GHN. Ça va être la troisième fois que je participe à cette vidéo et c'est toujours un grand plaisir. Alors, pour ceux qui étaient là sur les deux premières, je vais flinguer dès le départ l'enregistrement pour le replay, mais vous vous souvenez que mon challenge, c'est le dessert. Et là, c'est un challenge encore plus important parce que c'est des congés que je suis en train de jouer devant vous. Si je fais une bonne vidéo, je travaille pas cet après-midi. Alors, la pression est sur moi. Donc, la visio d'aujourd'hui est consacrée au transport d'équidés. Je vais mettre mon écran en partage. Alors, le transport d'équidés, concrètement, on pourrait en parler pendant toute une après-midi, toute une demi-journée, je pense. Mais là, on va avoir un petit challenge de raccourcir ça pour rentrer dans le créneau de 13h-14h avec vos questions éventuelles. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible pour qu'on ait le temps de tout voir. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je vais passer trop vite, des choses sur lesquelles je vais peut-être m'attarder un peu trop. Euh, mais n'hésitez pas hein, dans le chat à poser vos questions et puis on ouvrira les micros par la suite. Euh, Petit dernier mot en préambule, là tout ce que l'on va aborder aujourd'hui, ceux qui sont adhérents au GHN le connaissent peut-être, mais nous avons un document qui s'appelle le dossier transport qui reprend les principales règles qui sont applicables au transport de chevaux, qui est accessible d'un clic quasiment pour tous nos adhérents. Et c'est un document qui peut être assez intéressant de télécharger et d'imprimer pour l'avoir toujours dans son camion. C'est pas forcément toujours un camion, mais en tout cas dans ses véhicules, puisque on peut être de temps en temps confronté à soit aux forces de l'ordre, soit à la direction régionale qui s'occupe du transport, qui ne maîtrise pas toutes les obligations, en tout cas toutes les dispositions particulières pour les chevaux. Parce qu'on va voir que le transport d'équidés répond à des réglementations assez multiples, notamment il y a un cadre européen qui est en train d'être modifié d'ailleurs sur le transport d'animaux vivants. Donc peut-être qu'une partie des choses que je vous dis aujourd'hui seront modifiées dans les prochains mois. Mais la réglementation européenne ne s'applique pas toujours avec un effet immédiat, donc à voir dans quelle mesure ça sera transposé. Et au-delà des réglementations européennes, on a bien sûr notre réglementation interne avec le code de la route qui va aussi régir une bonne partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais le code rural qui n'est jamais très très loin non plus. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, une première question qu'on va évacuer rapidement, je l'espère. Alors, j'ai essayé de répartir l'intervention avec trois grosses thématiques, l'administratif, le véhicule, le conducteur. Donc, on va rentrer de plein pied dans l'administratif. Et une première question qui arrive à se poser, c'est de savoir si on est dans l'obligation d'avoir une licence de transporteur pour véhiculer des chevaux. La réponse n'est pas si complexe que ça, mais peut être sujette à interprétation. La licence de transporteur, il faut distinguer deux types de transport. Le transport pour compte d'autrui, qu'on peut appeler aussi le transport public, ou le transport en compte propre. Et de cette différence va naître l'obligation de demander une licence ou pas. Clairement, le transport pour compte d'autrui, c'est la plupart des camions que vous allez croiser sur l'autoroute. C'est les transporteurs qui transportent de la marchandise qui appartient à une autre société que celle qui fait le transport.
Euh, donc ça dit bien ce que c'est le transport pour compte d'autrui. Et ça, c'est un type de transport qui nous oblige à avoir une licence de transporteur. Par opposition, le transport en compte propre, c'est le fait de transporter, de véhiculer des biens ou des marchandises dont on a la propriété ou que l'on vend, que l'on achète, que l'on loue, que l'on produit, que l'on transforme, que l'on répare, et qui pour le coup n'a pas besoin de licence de transporteur. Donc dans le cadre d'un centre équestre, d'un établissement équestre, on est quand même majoritairement dans le transport en compte propre, puisque quand on va aller en concours, en stage, en randonnée, peu importe, on va transporter nos propres chevaux. La question qui peut se poser, c'est la question des chevaux de propriétaire qu'on peut être amené de temps en temps à transporter. Tout va dépendre un petit peu du cadre de ce transport. Quand on fait un transport uniquement euh, avec nos propres chevaux pour aller en concours, dans le cadre de notre activité, etc., euh, euh, on ne va pas forcément avoir l'obligation d'avoir une licence de transporteur. Par contre, si demain, dans le cadre de votre activité, vous avez envie de vous diversifier et de proposer des transports au sens large du terme, c'est-à-dire que n'importe qui peut vous appeler en disant, ben voilà, j'ai un cheval qui est à Strasbourg et je voudrais l'emmener à la Botte-Beuvron. Ce cheval ne vous appartient pas, c'est pas vous qui le logez. Là, on est dans le transport pour compte d'autrui et qui va nécessiter une licence de transporteur. Euh, voilà, mais c'est pas forcément le principal de votre activité. Donc là, aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'un petit peu évacuer cette licence de transporteur. Bien sûr qu'on pourra étudier la question. En fait, c'est une demande administrative qui est à faire en plus. Mais bon, pour l'instant, je l'évacue parce que, sauf si vous voulez qu'on s'y attarde, euh, on n'est pas forcément dans le cadre d'une obligation de licence. Toutefois, on a quand même, alors je vois qu'il y a déjà des messages dans le chat qui nous disent, ben oui, il y a d'autres obligations, mais vous inquiétez pas, on va y venir, ce n'est que la première diapo. Et donc, on a quand même d'autres obligations administratives. Et une des obligations qui est parfois un peu méconnue, c'est l'autorisation de transporteur. Alors, elle est différente de la licence, puisqu'elle concerne aussi les transports qui sont pour le compte, en compte propre. Et c'est une autorisation de transporteur d'animaux vertébrés. Donc, toute personne qui a envie de déplacer des animaux, clairement les animaux d'élevage, hein, les chevaux, au même titre que les vaches, les chèvres, les cochons, on doit faire une demande d'autorisation de transporteur euh, qui est une demande administrative et qui est de deux types. Soit on exécute des transports qui sont limités à 8 heures, soit on voudrait faire des transports qui n'ont pas de limitation de durée, enfin qui vont au-delà de 8 heures en tout cas. Et donc on a la type 1 et la type 2 qui sont à demander sur le même formulaire. C'est un formulaire CERFA dont vous avez le numéro en bas de la slide qui est la 15 714 01 qui euh, pour lequel on va avoir un document assez simple à remplir, mais par contre qui va nécessiter un certain nombre de pièces à joindre, qui sont listées dans le CERFA et sa notice d'utilisation. Euh, et là-dessus, c'est une autorisation qui va être à demander au moins une fois. Je commence à avoir un doute. Ça doit être tous les 5 ans. Pardon, tous les 5 ans, l'autorisation de transporteur. Et et du coup, cette demande-là, elle est quand même, enfin donc elle est étudiée dans un délai d'un mois en général par la préfecture, donc par la DD. Alors j'ai appelé ça dans le slide la DD ECPP, puisque le nom varie selon les départements, mais c'est la direction départementale qui est en charge de la protection des populations, donc les services préfectoraux. Une dérogation tout de même pour cette autorisation de transporteur, c'est elle concerne pardon, tous les transports d'animaux qui sont inférieurs à 65 km. Donc si vous n'avez pas vocation à faire des transports de plus de 65 km, vous n'avez pas besoin de demander cette autorisation de transport. Euh, alors quand on parle de déplacement de 65 km, c'est entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est tous les trajets que vous allez faire à ce moment-là. C'est pas forcément que la ligne droite à vol d'oiseau entre deux situations. Si vous avez à vol d'oiseau 30 km, mais que vous faites
80 km de détour pour aller chercher des chevaux à droite à gauche, vous avez bien un transport qui est au-delà de 65 km. Et donc la licence de transporteur, elle est différente du CAPTAV ou de la FIMO, c'est vraiment la société, donc l'entreprise, la société, le centre équestre, l'association, qui fait cette demande-là, qui est juste une autorisation administrative de transporter des animaux. Le CAPTAV et la FIMO, je parle de ça parce que c'est une question qui est déjà dans le chat. CAPTAV et la FIMO, ce sont deux certifications qui concernent les chauffeurs ou les convoyeurs, on le verra, mais je vais l'aborder juste après, mais qui sont déconnectés de cette autorisation de transport. C'est une démarche qui est vraiment autonome. Et donc, c'est une démarche qui n'est pas forcément toujours très connue, qui est pas forcément très connue pour par les établissements équestres. On en a beaucoup encore qui nous appellent en disant, mais qui venaient des dirigeants de centre équestre qui venaient de découvrir au détour d'un contrôle, soit de la DDC, de la DDECPP, soit directement au contrôle routier, qu'il fallait cette autorisation. Si vous vous faites contrôler une fois sans l'avoir, on va simplement vous taper sur les doigts gentiment pour vous dire qu'il faut cette autorisation. Et c'est une autorisation qui ne concerne que les déplacements dans le cadre d'une activité économique. J'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est aussi un des points importants du transport d'équidés, c'est que toute la réglementation, elle s'applique quand on est dans le cadre d'une activité économique. Donc à partir du moment où vous déplacez des chevaux pour le compte ou avec les moyens du centre équestre, vous êtes dans l'activité économique. Ceux qui ne sont pas concernés, ce sont les propriétaires particuliers ou enfin les particuliers tout court qui vont transporter des chevaux. Là-dessus, la réglementation va leur échapper. Et si jamais vous avez votre cheval, votre propre cheval, qui n'est pas dans la société, qui n'est pas dans l'entreprise, qui n'est pas entretenu par les moyens du centre équestre, mais que vous le déplacez pour votre plaisir personnel, pour aller en concours, en balade ou autre, on est un peu à la limite. Mais moi, j'ai tendance à dire qu'à partir du moment où vous déplacez des chevaux avec un véhicule qui appartient à l'entreprise, on va être quand même assez nécessairement dans le cadre d'une activité économique. Je vais passer à la suite, je reviendrai sur les questions à la fin. Je continue sur l'administratif parce que, en fait, si je veux aller jusqu'au bout de la présentation, il ne faut pas trop que je me perde. Toujours sur l'administratif, une autre réglementation qui est assez facilitée administrativement aujourd'hui, c'est l'obligation de tenir une feuille de route et un registre de transport des déplacements que vous allez exécuter. Là aussi, alors la feuille de route, c'est le document qui va être présent dans le véhicule au moment du transport, qui vient récapituler les animaux que vous êtes en train de transporter, le nom de votre entreprise, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, le temps de trajet estimé et puis c'est déjà pas mal, le nom des équidés, leur identification. Et la feuille de route, pensez également que quand vous déplacez des chevaux, vous êtes dans l'obligation de les déplacer avec le livret d'identification. Donc quand vous partez avec vos chevaux, vous avez une chemise dans laquelle vous mettez la feuille de route et les livrets des chevaux. Là où c'est facilité, c'est que notamment quand vous avez des engagements via le site de la FFE, vous avez une feuille de route qui va s'imprimer, enfin qui peut s'imprimer automatiquement, euh, qui va s'imprimer automatiquement à la suite de vos engagements. Et si jamais vous êtes en déplacement qui n'a rien à voir avec un engagement fédéral, vous n'avez pas de forme particulière pour tenir cette feuille de route. L'essentiel, c'est que toutes les informations qui sont demandées soient présentes. À côté de ça, on va être également dans l'obligation de tenir un registre de transport qui vient compiler un petit peu nos feuilles de route. En fait, la feuille de route, une fois que vous avez fini votre transport, vous la jetez pas, vous la gardez. Et en fait, le registre de transport, là aussi, c'est pour les transports dans le cadre d'une activité économique, 65 km. C'est un document qui vient récapituler tous les déplacements que vous avez faits, peu importe le véhicule utilisé, ça peut être les poids lourds et les véhicules légers. Et c'est un document qu'il va falloir conserver pendant 3 ans, les 3 ans démarrant bien sûr à la date du dernier transport qui va être renseigné. Donc là aussi, vous avez plusieurs solutions. Le registre de transport, il a des mentions obligatoires qui sont les mêmes que celles de la feuille de route. C'est pour ça que c'est assez pratique de conserver les feuilles de route pour les compiler en registre de transport. Mais si jamais vous avez besoin ou envie d'avoir un document séparé, vous pouvez tenir votre propre registre de transport
Il y a des modèles qui existent, bien sûr. Le GHN en propose un, l'IFC en propose un, la FFE doit en proposer un aussi, etc., etc. Et bien sûr, la feuille de route est complétée avant le départ. On continue avec l'administratif pour vous dire que euh, on va avoir une autre obligation. Alors attendez, j'ai peut-être fait. Voilà, on va faire. Je vais jongler sur 2 slides. On a des obligations administratives qui vont être soit liées au véhicule, soit liées au transport. Donc c'est un petit récap de ce qu'on vient de voir et de ce qu'on va voir juste après. Donc on a l'autorisation de transporteur. Donc ça, on l'a vu juste avant. Le certificat d'agrément du moyen de transport. Donc en plus de l'autorisation de transport, dans certains cas, on va être dans l'obligation de demander l'agrément du moyen de transport, du véhicule. Alors, c'est la diapo qui est juste après. On va avoir quand même un gros bémol, c'est que cette obligation de faire agréer le véhicule par l'administration, elle ne concerne que les véhicules qui vont avoir vocation à faire des voyages de longue durée de plus de 8 heures. Alors, ça peut être tout à fait le cas de certains établissements dans votre région quand vous allez en concours sur des concours nationaux. Alors, j'ai regardé vite fait sur Google Maps quand vous allez en championnat à la Motte Beuvron. Je pense qu'en camion, on est dans le cadre on est limite aux 8 heures, peut-être un peu plus, surtout si vous faites des temps de pause. Par contre, voilà, quand vous faites des déplacements régionaux, en général, les 8 heures ne sont pas déplacées. Mais si c'est le cas, eh bien, il va falloir faire une demande d'agrément du véhicule qui passe là aussi par un document CERFA euh, et avec un certain nombre de pièces qui vous sont demandées pour que la direction en charge des populations puisse vous valider enfin, l'agrément du véhicule. Et donc, ça peut être les véhicules poids lourds ou véhicules légers. Euh, et si jamais vous aviez fait une demande de transport de type 2, donc sans limitation de durée de 8 heures, et que vous avez vocation à faire des transports qui ne dépassent pas les 12 heures, vous n'avez pas besoin de faire agréer le véhicule non plus. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais si on reprend dans l'ordre, si vous faites une demande d'autorisation de transport pour un maximum de 8 heures, vous n'avez pas besoin de faire agréer le véhicule parce que vous ne dépasserez pas les 8 heures. Si vous faites une demande d'agrément de type 2, donc pour des transports de plus de 8 heures, tant que vous ne dépassez pas 12 heures de transport, vous n'êtes pas obligé de faire agréer le véhicule. Alors là, il faut faire attention aussi sur la notion de transport. Il y a beaucoup de définitions qui viennent se mêler. J'espère ne pas vous perdre, mais s'il y a besoin, on reviendra dessus. Au niveau de l'administration, un transport, c'est le trajet entre le point A et le point B. Et si jamais il y a une halte au milieu de ce trajet, la halte interrompt la durée de trajet que si elle est supérieure à 48 heures. Un exemple très bête, si vous allez à un concours, vous partez le vendredi, euh, vous faites 8 heures de route pour aller en concours. Si vous ne restez pas 48 heures sur le lieu de concours et que vous repartez pour 8 heures, on va considérer que vous avez un trajet de 16 heures et pas de 8 heures. Par contre, si vous faites 8 heures de trajet, 72 heures de pause, vous repartez à zéro et donc vous pouvez faire les 8 heures de retour sans que ce soit le même trajet. Donc c'est une petite notion à avoir en tête aussi. Le temps de transport, c'est entre le point de départ, le point d'arrivée, et le point d'arrivée, on considère que c'est un point d'arrivée si on reste plus de 48 heures sur place. C'est pas une réglementation qui est faite pour les centres équestres, hein, vous l'avez bien compris, c'est une réglementation de transport qui est très large, qui concerne tous les animaux. Alors, ça existe bien sûr, mais on est quand même dans les différentes espèces animales, ceux qui transportons le plus nos chevaux avec souvent un retour à la maison. La plupart des autres animaux, quand ils font un transport, euh, c'est rare qu'ils reviennent. Alors, bien sûr, il y a des transports où il y a des allers-retours pour des transports dans le cadre de l'élevage, mais les transports de bovins qui vont finir à l'abattoir, par exemple, on est peut-être moins embêté sur les durées aller-retour. Donc voilà, c'est pour ça que la réglementation, elle ne considère que il y a une pause qu'au bout de 48 heures. Donc les animaux qui vont au Salon de l'Agriculture de Paris, par exemple, ils ont bien cette pause de 48 heures. Donc le trajet aller et le trajet retour sont bien 2 trajets différents. Je vais revenir un poil en arrière pour continuer sur le bureau dans le camion. Donc l'autorisation de transport, le certificat d'agrément du véhicule, contrôle technique, bah ça, c'est pas une grande surprise. Attestation du contrôle du chronotachygraphe tous les 2 ans, ça on y reviendra après, mais le chronotachygraphe, c'est aussi une obligation pour nous avec quelques cas de dérogation, mais assez limitée.
Vous avez aussi l'obligation pour les poids lourds d'avoir un limiteur pardon, de vitesse qui va être contrôlé chaque année. Et là aussi, où c'est une question parfois un peu épineuse, les véhicules destinés à transporter les animaux sont censés détenir un certificat d'étanchéité euh, qui vient attester que le véhicule peut transporter des liquides sans risquer de les perdre sur la route. C'est notamment une réglementation environnementale avec l'interdiction de semer, entre guillemets, les déjections et notamment là, l'urine des chevaux dans la nature, puisque ça peut être polluant, notamment pour les nappes phréatiques. Et sur les autres obligations liées au transport, on l'a vu, le registre de transport, la feuille de route, OK. Les livrets signalétiques, je vous l'ai dit aussi. Un plan de marche si vous avez un transport qui excède 8 heures. En gros, c'est la définition. Le plan de marche, c'est les étapes que vous allez suivre dans votre transport, puisqu'après, au-delà de la durée des transports, on va voir qu'il y a aussi des limites pour les conducteurs. On ne peut pas forcément conduire de 8 heures d'une traite, ça vous le savez aussi. Le chronotachygraphe, on va en parler, et tout ce qui va concerner la FIMO et le convoyeur qu'on va aborder juste après. Une autre obligation sur le véhicule qui est parfois méconnue, c'est l'obligation, enfin bon, parfois j'espère pas trop, l'obligation d'avoir au moins un extincteur, parfois deux, dans les véhicules poids lourds. Donc pour ceux qui excèdent 7 tonnes 5, après il y a une distinction entre les véhicules semi-remorques ou les camions poids lourds, entre les poids lourds et les super lourds, on va dire, puisque sur les super lourds, il faudra un extincteur pour la cabine et un extincteur pour la remorque, alors qu'après, pour les poids lourds qui ne sont pas articulés, il faudra au moins un extincteur pour le véhicule. Et donc ça, c'est comme vos extincteurs après que vous avez dans les centres équestres. Pensez à vérifier les dates de péremption pour pas vous retrouver à conduire avec un extincteur qui ne sert plus à rien. Et c'est un extincteur à poudre de type ABC qui sont donc les types ABC, c'est les feux que peuvent éteindre ces extincteurs. Et donc ABC, c'est une des catégories les plus larges puisque ça peut éteindre les feux de matériaux électriques et de combustible. J'enchaîne pour ne pas perdre trop de temps. Le chronotachygraphe, donc je vous disais tout à l'heure, on a une obligation d'avoir un chronotachygraphe pour les véhicules de 3 tonnes 5, de plus de 3 tonnes 5. On a une exception toutefois pour les véhicules qui font moins de 7 tonnes 5 et qui ne dépassent pas 50 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise. Donc là aussi, si vous avez un petit camion poids lourd, bon, 7 tonnes 5, ça permet pas forcément de transporter énormément de chevaux, mais si vous avez un petit camion 3-4 places, vous avez la possibilité de ne pas avoir de chronotachygraphe dans un rayon de 50 km autour de chez vous. On a aussi là-dessus un petit bémol, parce que quand on parle de chronotachygraphe, on entend souvent poids lourd, ce qui est totalement vrai. Mais au niveau de la réglementation européenne va même un peu plus loin, euh, puisque en fait, au niveau européen, quand on parle de chronotachygraphe, l'obligation concerne tous les ensembles de véhicules qui font 4 tonnes 250. Et 4 tonnes 250, dans beaucoup de cas, ça peut être un véhicule, un camion de place pour chevaux qui va tracter un vent. Si vous avez, et pourtant vous n'avez pas de poids lourd, mais comme vous allez dépasser les 4 tonnes 250, vous êtes légalement dans l'obligation d'avoir un chronotachygraphe. Et ça, aujourd'hui, c'est une disposition qui est assez méconnue des professionnels, qui est assez méconnue volontairement ou pas par les vendeurs de camions. Et on a, alors clairement, au niveau du GHN, on a une remontée pour une région en France où les contrôleurs aiment bien rappeler cette obligation de chronotachygraphe, c'est les Pays de la Loire. Donc c'est pas, peut-être que chez vous aussi, mais on n'est pas au courant. Mais dans les Pays de la Loire, comme c'est un pays aussi où il y a beaucoup d'entraîneurs de trot qui ont beaucoup tendance à véhiculer des chevaux comme ça avec des ensembles véhicules de place plus vent, on a parfois des gendarmes qui se mettent à la sortie des hippodromes des jours de course et qui se font plaisir. Donc là-dessus, le GHN travaille à ce qu'on modifie un peu la réglementation et pour la clarifier aussi, pour éviter que tous les véhicules se retrouvent à devoir avoir un chronotachygraphe. Je poursuis, ça doit être ma dernière slide sur le véhicule. Là aussi, c'est pour aller très vite.
parce que vous le voyez tous les jours quand vous prenez la route, tous les véhicules poids lourds depuis 2021 ont l'obligation d'afficher une pancarte signalant les angles morts pour les piétons. C'est une obligation qui est purement française, qui concerne tous les poids lourds qui roulent en France. Donc un poids lourd immatriculé à l'étranger qui est de passage en France devra avoir ces panneaux. Et donc les véhicules des transportant des chevaux ne dérogent pas à la règle. Et donc c'est des panneaux qui doivent être situés à l'avant du camion et à l'arrière. Voilà, que vous pouvez acheter assez facilement sur Internet. Mais voilà, pensez et que vous pouvez fixer aussi librement. Ça peut être un autocollant, ça peut être dérivé, ça peut être ce que vous voulez. En général, cette obligation-là, elle est quand même plutôt acquise, mais si vous aviez un doute de savoir si ça s'appliquait à vous ou pas, le doute est levé. Et je ne m'attarde pas forcément plus, sauf après on reviendra s'il y a des questions. La carte grise, je l'avais juste mise là au cas où on ait des questions, mais je ne sais pas si vous avez tendance à lire souvent votre carte grise, mais il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont pas toujours, enfin on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Mais je vous ai surligné notamment bon, les trucs qui peuvent nous paraître assez importants. Alors, j'ai pas noté toutes les dispositions, mais celles que j'ai surlignées sont, à mon sens, parmi les plus importantes, puisque bon, il y a le numéro d'immatriculation qui aujourd'hui euh, ne pose pas trop de difficultés, mais on peut avoir la question parfois de se dire à combien j'ai le droit de rouler en PTAC et en PTRA, la différence donc le poids total autorisé en charge et le poids total autorisé roulant, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'atteler une remorque et jusqu'à quel poids peut aller cette remorque, donc ça c'est le PTRA, et combien j'ai le droit de charger le véhicule tracteur, ça c'est le PTAC. Et donc ça, si vous avez un doute sur les capacités de votre véhicule, vous avez les lignes F qui viennent vous dire ce que vous avez le droit de transporter. Bon, on y reviendra s'il y a des questions plus précises sur la carte grise, mais on ne va pas se faire un cours de lecture de carte grise parce que ça va être un peu inintéressant. Et on va passer au conducteur. Euh, sur le conducteur, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, la première chose, c'est que pour conduire un véhicule, il faut un permis de conduire. Et ça, je pense et j'espère ne pas vous l'apprendre. Alors, j'ai mis les principaux permis de conduire qui nous concernent, hein. J'ai enlevé le permis moto et j'ai enlevé le permis transport en commun. Mais juste pour vous rappeler, donc on a principalement le permis B, le permis C, qui permettent de véhiculer soit des véhicules de place, soit des véhicules tractés pour le B96 et le BE, soit des poids lourds avec le C1 et des poids lourds attelés avec le C1E. Il y a des durées de validité aussi pour les permis. S'il y a des questions, on y reviendra. Juste une mention, alors qui n'est pas nouvelle, mais qui est une des dernières qui était sortie. Le B96, c'est un permis un peu spécifique qui vous permet de tracter des véhicules attelés dans la mesure où la remorque, le PTAC de la remorque ne dépasse pas 750 kg et que l'ensemble du véhicule tracteur plus remorque, ne dépasse pas 4 tonnes 250. Donc en gros, c'est pour transporter principalement devant une place. Et l'intérêt de ce permis-là, c'est c'est pas vraiment un permis, en fait, c'est une formation de 7 heures. Une fois qu'on a son permis B, on peut passer cette formation de 7 heures pour avoir son B96. Et après, bah, de façon assez classique, les permis, sauf s'il y a des questions, on reviendra dessus. Et juste pour vous donner aussi une petite astuce sympathique, pour les dirigeants d'établissements équestres, vous avez le Vivea qui, l'année dernière, avait mis en place une aide spécifique pour les formations au permis de conduire. Juste pour rappel, le Vivea, c'est l'organisme qui finance vos formations, pour lequel vous avez un plafond de 3 000 euros par an de formation. Et l'année dernière, le Vivea a décidé de financer à 100% certains permis de conduire sans que ça entre dans le plafond des 3 000 euros. Donc ça vous permettait d'avoir un permis financé, plus encore 3 000 euros pour des formations diverses et variées. Alors, le Vivea fonctionne essentiellement avec les fonds disponibles. Euh, je n'ai pas vu d'informations disant que ce dispositif n'existait plus, mais donc ça peut être
assez intéressant si jamais vous aviez envie de passer des permis de conduire supplémentaires. Donc, je vous ai mis la liste des permis éligibles. Là aussi, FIMO, FCO, on va en parler juste après, parce que c'est un cas particulier pour nous en tout cas. Mais voilà, donc sachez qu'il y a des petites astuces pour se faire financer des permis de conduire. Et si jamais vous aviez besoin ou envie ou des demandes de vos salariés pour passer des permis de conduire, là, ça ne sera pas le VVA qui sera compétent, ça sera Ocapiat, qui est l'organisme qui finance les formations des salariés. Et Ocapiat peut vous proposer des dispositifs de prise en charge sur les permis de conduire. Et ça, alors, Ocapiat, pour le coup, varie un peu chaque année les, les dispositifs de prise en charge applicables au permis de conduire. Mais en gros, ça va se passer soit sur l'offre catalogue, soit sur le dispositif Boost Compétences. On pourra en parler après si vous en avez besoin. Mais s'il n'y a pas de questions tout de suite, j'avance. Et une autre question qui nous intéressait tous, c'est en tout cas dont on a parlé en début de formation, c'est la qualification de convoyeur. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, sans aucune méchanceté de ma part, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs, et ce qui pour les plus anciens, et moi je l'appelle encore comme ça, ce qu'on appelait le CAPTAV, qui entre-temps s'est appelé aussi le CCTROV, et qui aujourd'hui s'appelle le 4C. Le 4C, le CCTROV, le CAPTAV, c'est un certificat qui est valable à vie. Donc, peu importe comment il s'appelle, si vous aviez le CAPTAV, aujourd'hui, il est toujours d'actualité et vous pouvez toujours vous en prévaloir dans le cadre de vos transports. C'est une certification qui vient s'assurer qu'on est habilité à transporter des animaux en respectant leur bien-être, en respectant les règles de conduite, etc. Donc, c'est pas un permis de conduire, c'est une formation qui mêle le théorique et la pratique, à savoir, est-ce que vous connaissez les règles de conduite, est-ce que vous savez embarquer un cheval, est-ce que vous savez le débarquer, le protéger, etc., etc. C'est une certification qui ne concerne pas forcément uniquement le conducteur, puisque c'est un certificat de convoyeur aussi. Donc, peut être titulaire de ces certificats, soit le chauffeur, soit une personne qui va être présente dans le véhicule ou dans un des véhicules du convoi si jamais vous circulez à plusieurs véhicules. Mais ça, voilà, ça peut être entre guillemets n'importe qui. Là aussi, on n'a pas d'obligation de disposer du CAPTAV, du 4C. Je vais essayer de me mettre à la page. Du 4C quand on est sur des trajets de moins de 65 km et quand on n'est pas dans le cadre d'une activité économique. Euh, on a deux façons, pas du tout trois façons. On a deux façons d'obtenir le CAPTAV, soit en suivant une formation euh, qui est dispensée par des centres de formation qui sont agréés, principalement des lycées agricoles ou des centres de formation agricole. En grand test, sur mes dernières observations, j'en ai relevé trois. Et vous avez aussi l'IFCE qui propose des formations CAPTAV. C'est des formations qui se passent en général sur 2 jours, 2 fois 7 heures. L'IFCE a mis un module, une partie de la formation en distanciel, la partie théorique, donc ce qui permet un peu aussi de ne pas avoir à se mobiliser 2 jours complets. Donc ça, c'est une des façons d'obtenir le 4C. Et la seconde façon d'obtenir le 4C, c'est par équivalence avec un diplôme de l'enseignement agricole ou sportif. Il y a là aussi une liste de diplômes qui est établie par le ministère de l'Agriculture. Je ne vous ai pas mis tous les diplômes parce qu'il y en a beaucoup trop. Euh, mais vous avez aujourd'hui, par exemple, le BPGEPS, le DEGEPS, le CQP, EAE, vous avez les diplômes de jockey driver, vous avez le diplôme, je crois, de maréchal ferrant qui doit le donner aussi, petit doute là-dessus. Vous avez les bac pro CGEH, CGEA, enfin voilà, il y a un bon nombre de diplômes qui donnent l'équivalence. Et sachez que si jamais aujourd'hui, vous n'aviez pas encore fait la démarche pour obtenir le CAPTAV, que ce soit grâce à la formation ou grâce à une équivalence, il faut quand même faire une démarche auprès de la direction en charge des protections des populations, d'envoyer un CERFA, dont vous avez le numéro en bas de slide, et le CERFA doit être adressé avec une copie de l'attestation de formation ou de diplôme. Un petit bémol sur le diplôme, alors je vous l'ai dit, le CAPTAV, le 4C, le CC-TROV, ce sont des diplômes qui sont valables à vie. Si jamais vous avez un doute, si vous l'aviez demandé ou pas, vous ne savez plus, vous pouvez vous rapprocher de votre DDE-CPP pour voir si ils peuvent vous retrouver des archives. Et le bémol qui a son importance, c'est que on a
donc les diplômes sont mis à jour plus ou moins régulièrement par le ministère de l'Agriculture et le BE premier degré a disparu de la liste des diplômes qui permettent d'obtenir le 4C par équivalence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui est titulaire d'un BES premier degré, qui n'avait pas fait la démarche de demander le certificat de convoyeur, ne peut plus se prévaloir aujourd'hui de ce BE pour, euh, pour demander son 4C. On sera obligé soit de justifier d'un autre diplôme, soit de passer par une formation. Alors, il n'y a que le BE premier degré. Le deuxième degré est toujours valable. L'explication du ministère de l'Agriculture n'est pas très convaincante à ce sujet-là. En gros, ils ont considéré que les personnes qui avaient le BE l'ont passé avant la dernière grosse modification de la réglementation européenne qui date de 2007. Et du coup, sont pas forcément, n'ont pas suivi une formation qui reprenait toutes les bases. C'est un peu nul comme explication. Je suis désolé s'il y a des gens du ministère de l'Agriculture qui nous écoutent, puisque celui qui avait le BE, qui l'a passé en 2004, qui a fait sa demande d'équivalence au CAPTAV tout de suite, ou qui l'a fait en 2010, a pu l'obtenir sans aucune difficulté. Donc il n'y a pas de. Voilà, la justification est un peu moyenne, mais voilà, pensez-y. Si là aujourd'hui vous vous dites, bah oui, c'est vrai que j'ai jamais fait la démarche d'avoir mon 4C, enfin mon CAPTAV, et que vous n'avez entre guillemets que le BE, bah, ça ne sera plus suffisant aujourd'hui pour demander l'équivalence. Parenthèse est close, on peut passer à la suite avec un sujet là aussi capital pour les établissements équestres, c'est la FIMO et son renouvellement, la FCO. Donc là-dessus, là aussi, hein, c'est une formation enfin qui est destinée à formation initiale, j'ai oublié la suite, mais qui est une formation pour le transport de matériel en véhicule poids lourd. Et avec une grande question qui s'est posée, qui se posait encore il n'y a pas si longtemps, de savoir si les conducteurs des camions de centre équestre avaient l'obligation d'avoir la FIMO et la FCO. Euh, eh bien là-dessus, enfin c'est plutôt une bonne nouvelle, alors qui n'est pas récente, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les chauffeurs des véhicules de centre équestre n'ont pas forcément besoin de la FIMO, avec quand même enfin, plusieurs conditions. Il faut que l'activité du chauffeur de camion, enfin que je vais faire ma phrase autrement. Il faut que la conduite du camion ne soit pas l'activité principale du chauffeur. Donc, l'exemple très bête, le moniteur qui prend le camion pour amener ses élèves en concours, on est bien sur une activité accessoire de conduire le camion, l'activité principale étant l'encadrement des cavaliers. Et il faut transporter des chevaux qui vont être utilisés dans le cadre de son activité. Donc, encore une fois, hein, quand on va faire la plupart des déplacements des établissements équestres, que ce soit pour aller en concours, en, en randonnée, en stage, en ce que vous voulez, en transhumance, entre guillemets, vous rentrez dans ce cadre-là. Donc, on n'a pas besoin de passer la FIMO. Là où on aurait besoin d'avoir un conducteur avec la FIMO, c'est si, par exemple, vous faites appel à un salarié que vous allez embaucher que pour le dimanche, par exemple. C'est un cas qui n'arrive pas très souvent. Mais si demain, voilà, la personne qui conduit habituellement votre camion n'est pas disponible et que vous avez besoin de transporter des animaux, vous allez embaucher une personne pour une journée ou vous allez faire appel à un auto-entrepreneur qui fait du transport routier. Et ben là, cette personne, comme l'activité de conduite sera l'activité principale, il lui faudra la FIMO. Là-dessus, sur la dérogation qui concerne les centres équestres, elle est prévue à la fois par le Code du transport et ça a été rappelé par un ministère en charge des transports dans un courrier de 2009 2019 pardon, qui a été adressé à plusieurs institutions de la filière, qui nous rappelle bien, je veux lire le principal du courrier, rien ne s'oppose à ce qu'il soit considéré que les conducteurs de véhicules lourds transportant des équidés domestiques dans le cadre de leur activité de course, de loisirs, de compétition sportive et d'épreuves de caractérisation des équidés ou de prestations de traction animale ou circulant à vide, ça aussi c'est quand même une notion assez importante, dans le cadre connexe à ces activités, puissent être exemptés de leur obligation de formation professionnelle en vertu de l'exemption précitée. Donc là-dessus, on a une dispense de FIMO. Merci Julie pour la précision dans le chat. Formation initiale minimum obligatoire. Je savais bien que j'avais
J'étais pas loin de la vérité. Euh, donc, on a la possibilité de faire des transports à vide pour aller chercher des chevaux, ramener des chevaux. Un exemple très bête, vous allez en concours, vous avez 15 chevaux d'engagés, mais vous avez un véhicule uniquement pour 8 chevaux, bah, vous faites un premier lot de 8 chevaux, le retour à vide pour ramener 7 chevaux, et puis voilà, vous faites donc un transport à vide. Si on peut justifier qu'on est bien dans le cadre de notre activité, le transport à vide rentrera aussi dans l'exonération de FIMO. Là-dessus, on se rapproche des circassiens, par exemple. Alors, bon, les cirques avec animaux, il y en a de moins en moins, mais quand vous avez des convois de cirque, les conducteurs n'ont pas la FIMO parce qu'ils ont une exemption particulière. Et dernier bémol là-dessus, c'est une exonération dont on est sûr qu'elle fonctionne en France, puisque c'est le ministère des Transports et le Code du transport français qui le prévoit, qui vient ça découle de la réglementation européenne, on n'est pas complètement hors la loi, mais si vous avez vocation à faire des transports dans les pays étrangers, notamment bah, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, qui sont quand même les pays les plus proches de chez vous, la Suisse éventuellement aussi, mais d'autres pays, hein, Pays-Bas, enfin, peu importe, vous allez où vous voulez, même si vous voulez aller au Portugal, allez-y, j'ai pas de souci avec ça. Je suis pas un grand spécialiste du droit international, donc pensez à vérifier comme la FIMO est une obligation européenne, pensez à vérifier que l'exonération marche aussi dans ces pays-là si jamais vous avez besoin. Et si jamais vous avez besoin de passer la FIMO, on va passer très vite sur cette slide-là, mais pour n'importe quelle raison, euh, vous avez les différentes façons de l'obtenir. Et en fait, une des raisons pour lesquelles nous, on a plaidé très longtemps et on plaide encore aujourd'hui pour garder cette exemption de FIMO, non pas parce qu'on n'a pas envie que n'en soient pas formés, hein, c'est pas du tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, passer la FIMO, ça va vous demander, soit à vous, soit à vos salariés, d'être absent pendant un mois quasiment, de poursuivre la formation, pour après conduire un camion, peut-être, si tout va bien, 1 à 2 fois par semaine, et souvent moins, parce qu'on n'est pas, on a des périodes creuses où on n'a pas forcément de déplacement ou de concours. Donc voilà, c'était surtout que c'est une formation qui est très lourde, qui est réellement destinée à des gens qui font du transport leur métier principal à temps plein. Et donc aujourd'hui, on voyait mal envoyer tous les dirigeants de centre équestre en formation pendant un mois pour obtenir la FIMO. Vous avez encore quelques auto-écoles quand vous allez passer vos permis poids lourds qui vont vous dire qu'il faut passer la FIMO aussi, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Pensez à leur dire que vous n'en avez pas besoin. D'une part parce que ça prend beaucoup de temps, parce que ça peut coûter un petit peu d'argent si vous n'avez pas les prises en charge au bout. Mais voilà, donc vous avez la slide, vous pourrez la reconsulter. Ça sera effectivement en replay, mais s'il y a besoin, je renverrai mon diapo au creux qui en fera très certainement un bon usage. Le temps de conduite, pour aller très vite là aussi, parce que bon, tout ne nous concerne pas, mais un chauffeur poids lourd ne peut pas conduire plus de 9 heures par jour. Parfois, alors, on peut aller jusqu'à 10 heures avec dérogation. Vous n'avez pas la possibilité de conduire plus de 4 heures et demie d'une seule traite. Vous êtes obligé de faire une pause, la pause pouvant être fractionnée au sein de ces 4 heures et demie. Euh, euh, et voilà. Donc ça, c'est pour la réglementation sociale. Donc ça, c'est propre aux chauffeurs de poids lourds. C'est pas une question de bien-être animal. Et après, vous avez des obligations liées au transport d'animaux vivants avec une distinction au niveau européen entre les équidés qu'on va appeler enregistrés et les non enregistrés. En gros, les équidés enregistrés, c'est ceux qui appartiennent à un studbook, et qui ont vocation à être reproducteurs ou pas, mais en tout cas qui doivent être inscrits sur un livre généalogique. Ceux-ci n'ont pas de limitation dans le transport. Et pour les équidés non enregistrés, on ne doit pas avoir des voyages qui dépassent 8 heures. N'allez pas me demander pourquoi le droit européen a prévu ça, parce que pour le coup, je ne le sais pas. Et là aussi, on est dans le cadre aujourd'hui d'une réflexion sur la directive transport qui peut modifier les choses. Mais quoi qu'il en soit, au vu de nos déplacements habituels, ce qui va primer, c'est la réglementation sociale européenne avec l'interdiction de conduire plus de 9 heures d'affilée un poids lourd, d'affilée, oui, certainement, 9 heures dans la journée et plus de 4 heures et demie dans la journée. Par contre, si vous conduisez un véhicule léger, et c'est pour ça qu'on voit plein de camions, de petits camions 3,5 tonnes aujourd'hui de l'Union européenne sur nos routes, c'est que vous n'avez pas de réglementation liée au temps de conduite. Pour autant, il est recommandé de faire une pause toutes les 2 heures.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sous l'intitulé du conducteur. Et ceux qui avaient suivi la formation sur, enfin en tout cas l'intervention sur la, l'assurance et la responsabilité, on en avait déjà parlé. Juste pour vous rappeler qu'on a la possibilité dans le transport d'animaux d'avoir une décharge limitative de responsabilité à faire, notamment quand vous allez transporter des chevaux de propriétaires pour aller en concours, par exemple. Vous avez la possibilité de leur faire signer une décharge qui vient limiter votre responsabilité. Le code rural prévoit une limite d'indemnisation maximale par équidé, 1600 euros pour un cheval et 810 pour un poney. La Cour d'appel de Caen a validé le fait d'avoir cette décharge-là. Et donc, c'est une décharge qui vient dire que le propriétaire du cheval n'attaquera pas le centre équestre pour obtenir réparation si jamais il y a un accident. Alors, bien sûr, la décharge ne marchera pas en cas de faute lourde. Si vous avez envie de rouler à 160 avec 4 pintes de bière dans l'estomac, la décharge ne fonctionnera pas. Mais par contre, voilà, dans le cadre d'un transport normal, en respectant les règles de conduite, la décharge peut être efficace. Et là aussi, bah, la décharge, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, pensez à utiliser un modèle si vous avez envie de l'utiliser, puisque vous n'êtes pas obligé d'utiliser une décharge limitative de responsabilité. Je dois avoir deux diapos sur les règles de conduite et après, bah, je vous laisserai la parole parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Là aussi, une petite parenthèse parce que c'est un sujet qui avance, recule, on ne sait jamais trop où on en est, sur les zones à faible émission. Donc les ZFE, qui sont des zones déterminées. Aujourd'hui, il y a 25 métropoles en France qui appliquent des zones à faible émission. En région Grand Est, là aussi, j'en ai décompté trois, Nancy, Strasbourg et Reims. Et donc, en fait, ces zones à faible émission, ce sont des zones où il est interdit pour certains véhicules les plus polluants de circuler. Alors, selon les métropoles, les zones sont plus ou moins grandes et plus ou moins impactante pour les centres équestres. Mais par exemple, les centres équestres périurbains de Strasbourg, Nancy ou Reims pourraient être impactés. Alors, je prends ces exemples-là parce que c'est votre région, mais Paris, Bordeaux, Toulouse sont autant de métropoles qui interdisent à certains véhicules de rouler. Il y a un calendrier qui est assez progressif selon les métropoles. Alors, on a plutôt des interdictions qui s'étalent entre 2025 et 2028. On peut avoir, selon les zones à faible émission, des dérogations pardon, pour faire rouler certains véhicules, même s'ils sont polluants, notamment des véhicules agricoles ou qui entrent dans le cadre de manifestations sportives, etc. etc. Et ça, bah, pour le coup, c'est à chaque ZFE sa propre réglementation. Là aussi, on a essayé de plaider en faveur des centres équestres auprès de chaque métropole pour expliquer qu'aujourd'hui, notre parc de véhicules transportant des chevaux euh, bah, sont des véhicules qui ne sont pas forcément très récents. Alors, j'espère ne faire insulte à personne. Ne sont pas des véhicules très récents, donc ils sont assez polluants. Et aujourd'hui, les alternatives pour les véhicules thermiques en termes de transport d'équidés et de poids lourds sont quand même assez rares. Euh, et on n'a pas encore le véhicule électrique parfait pour transporter des chevaux. Donc vous avez un certain nombre voilà, quand vous avez l'intention de passer dans ces métropoles-là, pensez à vérifier, ça se consulte assez facilement sur Internet, pensez à vérifier si vous allez entrer, enfin si vous passez par une zone de faible émission ou pas. Dans certains coins, c'est juste trois bouts de rue dans un centre-ville. Pour d'autres, c'est carrément toute la métropole qui est interdite. Euh, voilà, ça peut être assez compliqué. Et donc après, vous avez les classes critères que vous avez sur la diapo aussi qui vont de 1 à 5, qui permettent de rouler aussi dans certaines métropoles. Quand il y a des pics de pollution, on autorise certains véhicules et pas d'autres. Et dans le cadre des ZFE, bah, selon les calendriers de déploiement des ZFE, bah, vous avez dans un premier temps les véhicules de critère 5 qui n'ont pas le droit de rouler, après les critères 4, 3, etc. On n'a pas encore d'obligation à avoir que des véhicules de critère 1, mais vous l'avez entendu, la France veut que tous les véhicules soient électriques d'ici 2035, ce qui paraît assez compliqué.
En tout cas, tous les véhicules neufs, je pense que c'était plutôt ça la question. Mais bon, sur les poids lourds, même en 2035, ça sera compliqué de tabler sur des poids lourds complètement électriques. Je crois que j'en arrive quasiment à la fin. Règle de conduite toujours sur les circulations des week-ends pour aller vite aussi, parce que c'est pas une surprise pour vous, mais les camions de transport d'animaux ont le droit de rouler les week-ends, puisque en principe, les poids lourds, pardon, n'ont pas le droit de rouler les week-ends, ce qui explique qu'on est quand même tranquille le dimanche quand on circule. Les animaux ont le droit d'être transportés. Alors là, par exemple, euh, euh, par rapport à la FIMO, on avait le droit de faire des transports à vide. Quand on a une interdiction de circuler les week-ends, pour le coup, on n'a pas le droit de circuler à vide, même si c'est pour aller chercher des chevaux, les ramener. Il faut que pour que le poids lourd circule, euh, la quantité d'animaux soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule. Donc, si vous avez un véhicule qui peut transporter, je vais dire absolument n'importe quoi, mais 6 tonnes de chevaux, il faut que vous ayez, enfin 6 tonnes de matériel, il faut que vous ayez 3 tonnes de chevaux à l'intérieur pour circuler les dimanches quand c'est interdit. Et petite exception, donc bon, en général, donc mon exemple sur sur la FIMO n'était pas forcément le meilleur si c'était un dimanche de concours, mais voilà, la règle c'est qu'on a le droit de circuler à condition d'avoir la moitié de notre camion qui est rempli de chevaux. Et il y a aussi, ça vous concerne pas directement puisque c'est surtout en Île-de-France, mais je crois que vous avez le droit de sortir de votre région, il me semble. Donc vous avez quand même des exceptions à cette dérogation d'autorisation de rouler qui se situe en Île-de-France. En gros, sur la grosse couronne, vous n'avez pas le droit d'emprunter certaines autoroutes, même si vous transportez des animaux. Je vous ai mis la liste. On va pas rentrer dans le détail parce que je sais pas où vous allez, mais si jamais vous êtes adhérent au GHN, toute la liste elle est aussi sur notre dossier transport et si vous avez un transport qui est prévu en Île-de-France un dimanche, vous aurez le loisir de la consulter à ce moment-là. Et si je dis pas de bêtises, on arrive au bout de ce que j'avais à vous dire. J'ai pris peut-être un petit peu trop de temps, mais il y a déjà pas mal de questions dans le chat auxquelles je vais répondre si ça vous va.